Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Au menu du grand journal de ce dimanche, la fourniture en énergie. Les années passent, mais les délestages restent. Le déficit énergétique est chiffré à 70 MW par la Sonabel pour couvrir le territoire national. Conséquence, il y aura bel et bien délestage cette année. Si des dispositions sont prises pour qu'elles ne soient pas sauvages, des Burkinabés ont choisi de se tourner vers l'énergie solaire. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières est l'invité de cette édition. La coupure de courant est propice lorsqu'on voudrait passer une soirée aux chandelles. Peut-être le choix de ceux qui fêtent la Saint-Valentin, les restaurants et autres lieux publics s'affairent pour y offrir un cadre de rêve à ceux qui viendront y passer un temps. Les commerces aussi sont aux couleurs de l'amour, avec des propositions d'articles aussi divers que variés. Ce n'est pas un duo, mais un duel qui se vit en Centrafrique. Il est serré entre deux anciens premiers ministres, l'un banquier et l'autre universitaire. Le second tour de la présidentielle se déroule ce dimanche. Les élections sonnent comme un espoir de paix dans ce pays dévasté par des affrontements communautaires. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Aujourd'hui, 14 février, c'est la fête d'un saint nommé Valentin. C'est aussi la fête des amoureux. C'est une journée qui se vit particulièrement, du moins pour bon nombre de personnes. Au Burkina, la fête des amoureux ne passe pas inaperçue pour le grand bonheur des gérants de lieux publics, Gérard Sommet et Oumar Zambré. Entre terre et mer, c'est dans cet univers que le restaurant Queen Saba veut emporter les Valentins et Valentines ce soir. Et pour les épater, quoi de mieux que crustacés et légumes crémeux chaleureusement engloutis proposés comme menu d'entrée. Et encore, ce n'est pas tout. On a l'orchestre à partir de 19h et des jeux de shopping, des photos, tout ça là. Et quelques petites surprises en fait. Parce qu'il y a déjà un maximum de réservations qu'on a déjà. Autre restaurant, même ambiance. L'on se prépare pour accueillir les 40 couples qui ont déjà réservé. Mais ici, l'on veut célébrer la Saint-Valentin autrement. La soirée spéciale Saint-Valentin, chez nous, dans nos restaurants ce soir, consiste à la rencontre des couples. Et dans l'événement, nous aurons d'abord un enseignement sur la vie du couple. Et le thème, c'est l'amitié dans la vie du couple. L'amitié entre papa et maman. Puis après ça, maintenant, c'est vraiment le dîner buffet. Les hôtels et auberges ne sont pas en reste dans le cadre de la célébration de ce jour spécial. Nous avons essayé de savoir si, à cette occasion, des réservations avaient été faites, mais nous sommes tombés sur un silence total, car aucun gérant ne veut se prêter au jeu de la caméra. Et habituellement close le dimanche, certaines boutiques ont tout de même ouvert leurs portes. L'affluence n'est cependant pas au beau fixe, mais quelques vendeurs de fleurs ont pu tirer leur épingle du jeu. Koualen Ebié et Oumou Sissé nous rendent compte de l'ambiance économique de cette journée du 14 février dans le reportage que voici. Des fleurs, des nounours, des tableaux. À chacun sa manière de dire « je t'aime ». Nous sommes le 14 février. Une date chère à de nombreux amoureux. Une date à laquelle les commerçants et autres vendeurs se frottent d'habitude les mains. Cette année, pour bon nombre de ceux que nous avons rencontrés, la fête rime avec morosité dans les affaires. C'est pas comme d'habitude. Les années passées, bon, cette année on a fait, mais pas tellement beaucoup comme ça. Pas du tout, c'est un peu seulement. C'est pas comme avant. Dans la capitale burkinabé, les rideaux de nombreux commerces sont baissés ce 14 février. Dimanche, jour non ouvrable pour les commerçants. Et pour cela, les clients se sont pris à l'avance pour l'achat des cadeaux. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Valentin. Ils ont préféré prendre le samedi pour que quand les Valentines vont se lever le matin, tôt le bonheur, à 8h, ils vont voir le bouquet de fleurs au salon. Hier, c'était samedi. Ils ont pris ça hier aussi un peu. Mais aujourd'hui, comme c'est dimanche aussi, on entend un peu aussi pour voir comment ça va donner. La vie du saint que l'on célèbre le 14 février serait un prêtre chrétien mort vers les années 270. Depuis 1496, Saint Valentin est officiellement le saint patron des amoureux sur ordre du pape Alexandre VI.
Et voici une histoire d'amour pas comme les autres, projetée au grand écran, un père et son fils amoureux de la même fille. Le réalisateur a choisi la veille de la célébration de la Saint-Valentin justement pour dévoiler sa 7e production, Boubacar Zida Sidnaba, puisqu'il relate l'histoire d'une famille déchirée par une histoire d'amour avec en toile de fond le nerf de la guerre, c'est-à-dire donc l'argent. Moussa Ouedraogo et Haruna Maré ont assisté à la première du film. Te demander si tu peux m'accompagner en campagne. Non, il n'y a pas de main. Un transitaire milliardaire succombe au charme de la fiancée de son fils. Mercenaire de son état et absorbé par ses fonctions, il n'a plus Dieu pour sa fiancée, la gestionnaire de son père. Désespérée mais partagée entre l'amour et l'argent du milliardaire, elle choisit son camp. C'est l'histoire construite autour de ce long métrage, Papa, mon rival. Assis-toi. C'est pour attirer un peu l'attention sur ce qui se passe dans nos vies, où tout va très vite, où les gens n'ont plus le temps de se voir, où ce sont les SMS qui gèrent les relations humaines, ce sont les coups de fil qui gèrent les relations humaines, et on n'a plus de contact physique. Et ça peut poser des problèmes. Ce film réalisé par Aboubakar Zida Sidnaba pose la problématique des relations humaines en milieu urbain. L'œuvre force déjà l'admiration des officiels. C'est un film qui pose les problèmes de société. Et c'est vraiment les sujets d'actualité. Et je crois que ce film-là va faire tabac. Beaucoup de gens vont chercher à le voir. Nous avons été surpris par vraiment la contenance de ce film qui constitue pour nous en même temps vraiment un conseil qui invite à plus de sérénité. Papa, mon rival est le 7e long métrage du PDG de Savane FM. On y retrouve des visages bien connus dans le 7e art burkinabé, mais aussi des nouveaux. Papa, mon rival sera bientôt à l'affiche pour le grand public. On en vient au dossier de ce grand journal, la fourniture en électricité. Il faudra encore 70 MW à la Sonabel pour couvrir entièrement les besoins en électricité du Burkina Faso. Les délestages auront donc bel et bien lieu en cette période de chaleur qui s'annonce. Elle devrait être moins longue, rassurent les responsables de la nationale de l'électricité, donc ces coupures. Roger K, mais Alissa Sanfo. Elle n'est jamais là quand on a le plus besoin d'elle. C'est en période de canicule que la Sonabel est aux abonnés absents. Quand la chaleur atteint son pic et qu'elle ne peut pas répondre présente, cela fait monter l'adrénaline des consommateurs et la nationale de l'électricité ne peut éviter de suer les critiques les plus acerbes. La chaleur est déjà là et la question qui taraude l'esprit des consommateurs. Cette année encore, y aura-t-il délestage? Difficile de répondre non, au vu du déficit. Nous avons une demande qui s'élève à 270 MW. Et nous avons à l'interne 150 MW de disponibles et 50 MW qui doivent venir de la Côte d'Ivoire. Donc si on fait le point, on a 70 MW de déficit. Mais le directeur général se veut plus optimiste. Il y aura moins de délestage par rapport aux années précédentes. L'année passée, par exemple, nous n'avions pas de stock de combustible. Mais cette année, ce n'est plus le cas. L'an passé, on avait eu quelques soucis avec la ligne d'interconnexion parce que la Côte d'Ivoire avait des problèmes de déficit. Donc les 50 MW qu'on attendait l'an passé, on ne l'avait pas eu. On avait eu juste 10 MW à certains moments. Bon, mais nous venons de rentrer d'une mission de la Côte d'Ivoire qui nous ont rassuré qu'ils ont réglé leurs problèmes de déficit et que cette année, ils nous garantissent les 50 MW. Et il y a aussi que nous avons pris les dispositions au niveau de la maintenance et de l'entretien des équipements pour pouvoir les apprêter pour affronter cette période difficile. À ces efforts, les consommateurs sont invités à adjoindre les bons réflexes. Il faut éviter, en tout cas, de laisser un appareil qu'on n'utilise pas en marche. Il faudra attendre la fin de 2017 pour dire adieu au délestage.
La Sonabel a en projet la construction d'une centrale solaire de 100 MW et une interconnexion avec le Ghana. Mais là encore, il faudra espérer que ces projets ne viennent pas trouver que la demande est encore plus forte. Le solaire, une alternative au manque d'énergie. Des tentatives ont été faites au Burkina à l'image des lampadaires installés sur certaines voies publiques. Seulement, des dysfonctionnements sont à noter sur ces installations qui ne font donc pas l'unanimité au sein des usagers de ces routes. Constat Ibrahima Sombier et Aimé Solange Guigma. Beau le jour et inutile la nuit, peut-on dire de ces lampadaires solaires longeant la voie côtoyant l'espace Jean-Pierre Guingané et celle menant à Quatriard. Leur fonction primaire, éclairer les voies au coucher du soleil. Mais le constat révèle un éclairage qui ne répond pas aux attentes de la population. Si on peut échanger, c'est bon. La route est petite, et les accidents, bon, les gens ne voient pas, on voit que c'est flou. C'est une très bonne chose, mais malheureusement, on constate qu'il n'y a pas de suivi. Parce que si vous prenez la voie, vous allez voir qu'à certains endroits, bon, c'est devenu presque obscur parce que ça ne donne plus. S'il y a autre plaque solaire, mieux que ça, ils n'ont qu'à venir changer. Mais si c'est cette plaque solaire-là, ils vont qu'à venir mettre l'électricité là. Sinon, ça ne vaut rien du tout. Les raisons de ce dysfonctionnement se situent à plusieurs niveaux selon le spécialiste des énergies renouvelables que nous avons interrogé. L'inadaptation des produits solaires à notre climat peut en être une. Quand les batteries ne sont pas de très bonne qualité, alors il y a un sérieux problème. Alors nous avons aussi un problème de température parce que dans notre pays, il fait très chaud et les batteries n'aiment pas du tout la chaleur. Donc il faut faire très attention dans le choix des équipements d'éclairage public. Il y a également le problème des LED parce que l'éclairage solaire est accompagné de lampes à LED et il faut voir l'alignement, la qualité des LED. L'absence de maintenance et l'installation des équipements solaires peuvent également constituer une entrave au bon fonctionnement de ces lampadaires. Dans la rue, soit on enterre les batteries, soit on les moule, on les donne à tout bien fermé hermétiquement. Et c'est ce qui fait que les batteries ne peuvent pas durer. Par moment, ce n'est pas tout le système qui est foutu. Hein. C'est seulement, généralement, c'est la partie accumulateur qui est vraiment le problème. La détaxation des produits solaires a ouvert, semble-t-il, les portes du domaine aux particuliers ou sociétés n'ayant pas forcément connaissance ou maîtrise de la technologie solaire, créant une situation de concurrence où la recherche du gain prime sur la qualité du service. C'est là une des difficultés qui mine le secteur des énergies renouvelables. Pour une meilleure vulgarisation de ce domaine, l'autorité publique doit intervenir en réglementant le secteur, en formant les acteurs et en créant des conditions de complémentarité entre les acteurs du solaire et la Sonabel. L'énergie solaire à domicile, ça marche. Et ce n'est pas M. Ouedraogo qui nous dira le contraire. À quelques semaines de la période tant redoutée des délestages, nous faisons un zoom sur l'initiative de ce jeune entrepreneur. Un investissement lourd au départ, mais à l'arrivée, la joie d'avoir le courant à tout moment. Adama Guiti, Monkunda Biré, reportage. Une maison verte. Ainsi peut-on qualifier la maison de Thierry Ouedraogo. Ici, tout fonctionne à l'énergie solaire. La télé, les climatiseurs, les ventilateurs et même le réfrigérateur marchent sans relâche grâce au courant fourni par les plaques solaires installées sur le toit de la maison. Depuis l'installation du système, plus de soucis de délestage. Le domicile dispose d'une autonomie d'énergie. On a là le système qui permet à la maison d'être autonome. Donc c'est 100% solaire, on n'utilise pas la Sonabel. Donc on a 70 ampères, 5 caviars et ensuite on a les batteries que vous voyez là. On a 12 batteries de 250 ampères heure. Ensuite on a un chargeur indépendant. Si vous regardez, il est 12 heures moins et c'est déjà plein. Ça peut nous permettre de tenir 2 jours. 2 jours même s'il n'y a pas de soleil, si c'est bien chargé en tout cas. Pour s'approprier la technologie solaire, cet entrepreneur a investi environ 9 millions de francs CFA pour s'offrir les plaques et les générateurs. Et depuis lors, le tour est joué. Il m'est venu le fait qu'on a plein de coupures à Ouaga. En pleine nuit,
la journée, souvent même on n'arrive pas à recharger les téléphones. Donc j'ai eu l'idée d'installer le solaire pour voir ce que ça allait donner. La solution solaire présente des avantages certains. Elle permet de disposer tout le long de l'année de courant électrique, mais pas seulement. Je paye déjà près de 150 000 à la Sonabel chaque mois. Mais déjà, ça fait 4 ans que j'ai plus de facture Sonabel. Donc, quand je comptabilise, ce n'est pas le fait que le coût est moins cher. C'est surtout que je n'ai plus de coupure. En plus du courant produit grâce au soleil, un autre système, lui aussi solaire, permet de fournir le ménage en eau chaude. On n'a pas besoin chaque fois d'allumer les gaz, même à 2h, 3h du matin. Si vous avez envie de vous doucher, vous avez l'eau chaude en permanence. Donc, c'est l'avantage surtout. Thierry Ouedraogo confie même avoir réalisé des forages qui fonctionnent à partir du solaire pour l'irrigation de son verger. Pour lui, seule l'utilisation du solaire à domicile peut résoudre le problème de délestage et permettre à la Sonabel de répondre aux besoins énergétiques du secteur industriel. L'Union européenne solidaire du Burkina. Professeur Alpha Oumar Dissa, bonsoir. Vous êtes le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Donc, nul doute qu'il y aura délestage encore cette année. Mais, monsieur le ministre, dites-nous, quelle est l'alternative donc du gouvernement pour combler le déficit énergétique actuel? Alors, pour faire le point, bon, quand on parle d'énergie, ce n'est pas que l'électricité, mais la question posée, c'est sur l'électricité. Et alors, pour faire le point, il faut savoir donc au seuil critique de la demande, comme le DG de la Sonabel l'a relevé, on est autour donc de 270 MW. Et sur le territoire national, actuellement, on a 150 MW de disponibles. Et si la Côte d'Ivoire respecte ses engagements vis-à-vis du Burkina en termes de fourniture, qui s'élève donc à hauteur de 50 MW, on se retrouve donc en quelque sorte donc avec un déficit d'autour de 70 MW. Si on tient compte de l'expérience de l'année dernière où la Côte d'Ivoire avait des difficultés à nous fournir, et à un moment donné, la fourniture était autour de 10 MW au lieu de 50 MW. En se basant donc sur ces conditions, on peut dire que dans le cas le plus critique, on serait à 110 MW. Sinon, dans le cas ordinaire, on serait autour donc de 70 MW donc de déficit. Mais justement, pour parer à ce déficit-là, qu'est-ce que le gouvernement prévoit dans l'immédiat? Donc, en matière donc de suffisance énergétique, il faut savoir qu'aucun pays au monde n'arrive à atteindre de façon donc fondamentale, durable et définitive l'autosuffisance énergétique. L'énergie, c'est la chose la plus produite et qui est produite de plus en plus d'une année à l'autre, mais qui est aussi la chose dont le déficit augmente d'une année à l'autre. Donc ça, c'est un fait qu'il faut comprendre. Et en matière donc de recherche d'autosuffisance énergétique, il faut plutôt voir une sorte d'équilibrisme qu'il faut en diversifiant donc les sources d'énergie. Donc je parlerai donc d'efficacité dans la gestion de l'énergie, en diversifiant et en gérant de façon donc efficiente ce dont on dispose. Alors, lors du passage du vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale, le gouvernement a annoncé la construction imminente d'une centrale thermique, donc d'une centrale électrique thermique. Et ce sera pour quand et à quelle fin? Oui, avant ça, ça c'est pour apporter des solutions structurelles durables. Mais avant ça, on a une conjoncture qui est là, qui est la période de pointe qu'il faut qu'on cherche donc à remédier. Et pour cela, avant donc de mettre en place les programmes structurels durables sur le solaire, le gouvernement a pris déjà les devants en contactant déjà les banques et donc en proposant aux banques de libérer des lignes de crédit aux consommateurs pour que les différents consommateurs puissent, il ne reste que pour l'éclairage et la ventilation et quelques appareils légers, muter partiellement sur le solaire à l'aide donc de mini-systèmes solaires afin donc de libérer et de diminuer donc la pression sur la Sonabel de sorte à pouvoir donc juguler donc le déficit. Et ça va permettre certainement, si ce programme est mis en œuvre, de libérer une grande puissance. Et je pense que ce programme a plusieurs avantages. Le premier, c'est que les porteurs de ces projets, notamment donc les consommateurs,
pourront toujours continuer à bénéficier donc des services de base en cas de coupure d'électricité. Le deuxième avantage, c'est que on pourra donc libérer de la puissance que la Sonabel pourra disponibiliser pour les appareils les plus lourds, et donc le temps donc de fonctionnement donc de ces appareils pourra être allongé, on pourra faire moins de coupures pour ces appareils. Et troisièmement, si vous voulez, donc ça va permettre donc de pouvoir nous mettre dans une posture de pouvoir nous mettre en œuvre donc la vision donc que nous avons donc pour le solaire, notamment donc ce que nous voulons, c'est que dans les années à venir, dans les 2 ans à venir, 2 ans maximum, qu'on puisse déjà à la base dans les projets donc de construction associer donc prendre en compte donc les énergies renouvelables, notamment le solaire, et on pense déjà à des catégories A, B et C d'habitat. Donc les habitats sans niveau, les habitats à un niveau, les habitats à 2 niveaux. Et donc on fixera donc des quotas d'énergie solaire. Et ça veut dire que si par exemple vous avez un projet de construction, le ministère de l'Habitat pourra exiger de vous dans votre plan donc architectural, de préciser là où vous allez disposer par exemple vos panneaux solaires, là où vous allez disposer vos batteries, la position du convertisseur par exemple, ou des régulateurs de charge, etc. Alors, et aussi dans cette même lancée, Monsieur le ministre, il a été annoncé l'ouverture d'une production d'électricité privée. On se souvient par exemple que la mine d'or de Mana pourrait produire de l'électricité. Où est-ce qu'on en est justement avec ce projet-là? Exactement. C'est-à-dire que l'idée que nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'efficacité dans la gestion de l'énergie. C'est-à-dire c'est de regarder tout ce qui peut fonctionner sur la base du solaire, de fonctionner avec le solaire. Et le reste, maintenant, nous allons développer donc des stratégies durables, notamment donc l'ouverture de la production au privé, à travers donc des accords donc PPP de production, et également le renforcement du parc existant de la Sonabel et l'entretien, si vous voulez, donc également du réseau. Et sur cette base, nous travaillons actuellement effectivement donc à essayer donc de renforcer le réseau de la Sonabel à travers donc cette production privée, mais aussi à travers donc des locations dans l'urgence qui vont permettre donc, comme je l'ai dit, donc de juguler le déficit donc en période de pointe. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que la centrale électrique prévue et annoncée cette semaine, est-ce qu'elle est prévue pour cette année, la construction de la centrale électrique? Exactement. Ce que je vous disais, c'est que une centrale électrique ne s'installe pas en 1 jour, 2 jours. Il faut du temps pour d'abord... Combien de temps, par exemple? Si c'est une centrale clé en main, il faut 6 mois environ. Et si c'est une centrale de location, il faut environ 45 jours. Donc, pour les solutions conjoncturelles actuellement, nous sommes en train d'envisager de la location, le temps donc de pouvoir mettre en place dans les 6 mois à venir donc les solutions structurelles dont vous avez fait cas tout à l'heure. Alors, la centrale électrique thermique, on sait, c'est un site industriel qui fonctionne avec du carburant, mais c'est aussi polluant. Est-ce que une centrale thermique, ce serait la solution pour un pays comme le Burkina Faso? Nous sommes dans une vision de mix énergétique. Nous sommes dans une vision de mix énergétique et d'efficacité énergétique. Donc, toutes les sources d'énergie, pour nous, sont acceptables, mais en même temps, il faut qu'on soit réaliste. Le solaire est la source la plus abondante et c'est la source qui est disponible au niveau du Burkina. Donc, l'idéal pour nous serait d'aller vers le solaire en tant que fondamentale, en tant que source fondamentale donc, de production, et ensuite les autres sources viendront en complément. Donc si je me fais comprendre, ça veut dire que le Burkina doit développer une politique structurelle basée sur le solaire, qui est la source disponible, et aller en utilisant donc les autres sources complémentaires, notamment donc les autres formes d'énergie renouvelable, les bioénergies, mais aussi la production thermique qui a certainement encore de beaux jours devant elle, mais il faut le dire, la tendance actuelle à travers le monde, c'est la transition énergétique. Donc, les gens vont vers le solaire. Justement une centrale thermique solaire, peut-être pour le Burkina, au lieu qu'elle soit
une centrale solaire thermodynamique. Oui. La vision actuelle, c'est pour la production de grandes puissances allant donc à plusieurs centaines de mégawatts, c'est les centrales solaires thermodynamiques. Mais il faut savoir aussi que la technologie est assez donc pointue. Et pour nous, qui avons besoin tout de suite et maintenant de l'énergie pour résoudre nos problèmes, nous devons donc aller vers une stratégie de mini-centrales solaires de puissance donc facile à installer dans le court terme, de sorte à pouvoir résoudre donc nos difficultés liées à l'accès à la disponibilité donc de l'énergie. Alors, professeur, vous l'évoquiez tantôt, l'une des options pour parer au déficit énergétique a été l'interconnexion entre le Burkina et la Côte d'Ivoire notamment. Alors, il se dit que ce partenariat est tributaire des relations qui existent entre les deux pays. Comment est-ce que se porte l'interconnexion de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez assurer, parce qu'en temps, vous avez dit avec des si, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on pourra avoir de l'électricité même si les relations ne sont pas au beau fixe? Oui, vous remarquerez que depuis que je suis venu, depuis que je suis sur le plateau, je parle de changement structurel. En réalité, l'interconnexion rentre dans le cadre donc de la mutualisation de l'énergie à l'échelle internationale. En attendant donc on arrive donc à une situation où on a des multinationales transnationales qui gèrent l'énergie sur plusieurs pays, en attendant donc d'avoir une situation pareille, pour nous, la réalité, c'est que l'interconnexion ne peut pas être utilisée comme une solution structurelle pour un pays, d'autant plus que l'énergie étant donc quelque chose de fondamental et entrant donc dans la souveraineté donc des nations, l'interconnexion ne peut pas être vue comme étant quelque chose de structurel pour le pays. Il faut que le pays développe ses propres initiatives et l'interconnexion entre en jeu dans les conditions de déficit conjoncturel. Par exemple, si le Burkina a 300 MW, si entre-temps un groupe thermique ou une centrale solaire du Burkina tombe en panne et qu'on doit mettre 2 ou 3 jours pour pouvoir la mettre en marche, en ce moment, si on est interconnecté avec le Togo, le Ghana ou la Côte d'Ivoire, on peut faire appel à ces pays juste pour la conjoncture. Sinon, de façon fondamentale, comme on le dit, quand vous dormez sur la natte de quelqu'un, c'est comme si vous dormez au dehors, par terre. Donc, je crois que la réalité, c'est qu'il faut continuer avec l'interconnexion dans le cadre donc de la mutualisation, mais en même temps, il faut aussi développer des stratégies au plan national pour être indépendant, pour que l'interconnexion intervienne uniquement dans les situations donc de conjoncture. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup. La suite de ce journal est le Burkina qui peut compter sur l'appui de l'Union européenne dans ses efforts de développement. La réussite de la transition et celle des élections ont une fois de plus été saluées. Le commissaire européen à la coopération et au développement de l'Union était reçu au palais de Kosiam. Le compte-rendu de Paouadrogo, Jean Zongo, Pascal Kané et Monkunda Biri. L'Union européenne solidaire du Burkina Faso dans ses efforts de développement. C'est ce que le commissaire européen à la coopération internationale et au développement est venu dire au président du Faso. Avec Rochma Christian Kaboré, le commissaire dit avoir évoqué essentiellement des questions de développement, surtout celles liées à l'immigration, principale préoccupation des Européens. Mais il a aussi été question du soutien que l'Union apportera au Burkina, qui vient de réussir sa transition démocratique. Et nous avons notamment abordé 2 questions. La première concerne notre soutien, notre engagement à accompagner le Burkina Faso, le président et le Burkina Faso, dans la poursuite des défis très importants qui confrontent le pays. Donc là, on parle de la consolidation du processus démocratique, de la bonne gouvernance, de la consolidation de l'état de droit. Il y a aussi des défis très importants au niveau économique et social pour poursuivre le développement dans ces domaines. Et enfin, nous avons aussi parlé des arrangements communs qu'on peut mettre en place pour améliorer la gestion des frontières et la question des migrations pour renforcer la sécurité du pays et de la sous-région. To Burkina Faso, but also to the region as well.
le président a fait part au commissaire européen de la situation socio-économique du pays et a demandé à l'Union européenne un effort particulier, notamment pour cette première année, des efforts supplémentaires pour accompagner donc le Burkina. À l'occasion, le commissaire européen Neven Mimica a exprimé toute sa compassion à l'endroit du peuple burkinabé, frappé par des attentats terroristes au moment même où il tente de se reconstruire. Avant de quitter le Burkina, le commissaire ira d'ailleurs sur les lieux des attaques pour rendre hommage aux victimes. Parmi les pratiques qui ont fait leur preuve dans la lutte contre la dégradation des sols, il y a les cordons pierreux. La technique qui vise entre autres à freiner la vitesse de ruissellement des eaux est assez coûteuse. Dans la province du Ouest, le programme de protection et de réhabilitation des terres dégradées a bénéficié de l'appui de la coopération allemande. Plus de 12 millions de francs CFA ont ainsi permis de démarrer le projet dans la commune de Lena. Karim Ilboudo, Kadou Romenki. Ces représentants des groupements de paysans sont désormais mieux équipés pour aller à la lutte contre l'érosion des sols grâce à cette dotation. Composé de brouettes, de piquets et de dabas, ce matériel va servir à la construction d'ouvrages anti-érosifs. Aujourd'hui, nous nous sentons prêts comme aménagistes. Avec l'aide de ce matériel, vraiment, nous sommes fiers et nous allons nous engager. Le relief, l'hydrographie et le système de culture font que nous avons des environnements exposés. Les effets de dégradation de la fertilité des sols se font sentir de plus en plus. Et ça, c'est les défis que nous voulons relever à travers ProSol. ProSol prône la protection et la réhabilitation des terres dégradées via l'utilisation des cordons pierreux sous l'approche bassin-versant. Notre approche, c'est une approche qu'on appelle l'approche bassin-versant. On traite l'ensemble de l'espace en tenant compte de son relief, en tenant compte de l'écoulement de l'eau, en tenant compte des points les plus bas qu'on appelle les exutoires. Ce n'est pas des parcelles individuelles qu'on traite, c'est toute l'entité. On fait ce qu'on appelle les opérations de levée topographique. Avec ces types de courbes-là qu'on installe les ouvrages. Avec le cordon pierreux, au bout de 2 ou 3 ans, vous allez voir que ce sont des points que vous aviez voulu négliger, mais qui sont maintenant revenus pour des points exploitables. Le ProSol est à ses premiers pas dans la lutte anti-érosive au Burkina Faso. Dans l'ouest du pays, il va concerner 6 communes dans les provinces du Tuy et du Oué. Les échos de la tournée du ministre en charge de la communication à présent dans la région du Sud-Ouest, Rémi Danginou s'est imprégné des réalités que vivent les professionnels des médias. Certaines de leurs préoccupations vont d'ailleurs trouver réponse dans un bref délai. C'est ce que nous disent Justin Karambiri et Jean-Clément Sommet. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Danginou dans les murs de la RTV de Sud-Ouest. Poignée de main, visite des locaux, puis échange avec les chefs de service pour partager les préoccupations. Les questions de toilettes, les questions du personnel, bon. Vous voyez, quand on veut aller à une production, il y a un problème de place qui se pose tout de suite. On a même demandé un minicar. La sécurité a été demandée. Le ministre Danginou, très satisfait de ce premier contact avec la RTV de Sud-Ouest, dit prendre acte des difficultés et promet trouver des solutions diligentes à certaines préoccupations urgentes afin de consolider la dynamique engagée par les 32 agents qui y travaillent et permettre à Radio Gawa, qui va fêter ses 30 ans en mars prochain, de répondre à certains besoins spécifiques de son auditoire. Le gouverneur de la région a été extrêmement prolixe en termes de satisfaction du travail qui est fait par cette équipe-là. De très court terme, il y a des questions d'émetteurs que la directrice s'est engagée à régler. Il y a des questions du personnel qui vont être réglées très rapidement pour que l'équipe soit étoffée. Et puis les autres éléments, vous savez, même l'urgence oblige qu'on prenne le temps avant d'agir pour ne pas se tromper. Mais sur ces 2 points-là, je pense que Radio Gawa aura déjà pour son anniversaire de 30 ans ces éléments-là qui seront réglés. Les stations régionales de la RTB fournissent des efforts considérables avérés pour répondre aux besoins d'information, d'éducation et de distraction des populations, selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour qui il était nécessaire d'aller toucher du doigt les réalités du travail et surtout les encourager.
En Centrafrique, le duel est serré entre deux anciens premiers ministres, l'un banquier et l'autre universitaire. Le second tour de la présidentielle se déroule ce dimanche. Anissé-Georges Dologuele et Faustin Archange Touadéra sont respectivement arrivés premier et deuxième lors du premier tour organisé en décembre dernier. Journée d'élection ce dimanche en République centrafricaine, le second tour de la présidentielle. Les électeurs ont le choix entre Anissé-Georges Dologuele et Faustin Archange Touadéra, arrivés respectivement premier et deuxième lors du premier tour organisé en décembre. Ce scrutin est censé ramener la stabilité dans ce pays d'Afrique centrale après 3 ans de violence intercommunautaire. C'est en tout cas l'attente des habitants. Les gens veulent voter 17 femmes car ils veulent le retour de la paix et de la cohésion sociale. Ils ont tellement perdu. Ils espèrent que ces élections permettront un retour à la normale. Ce scrutin présidentiel est couplé avec les législatives dont le premier tour en décembre a été annulé pour cause d'irrégularité. Pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, les frontières du pays ont été provisoirement fermées ce dimanche. Idem pour les débits de boissons. Je veux voter, je suis un citoyen. Jérôme Trendobergo, bonsoir. Bonsoir Peggy Ouedraogo. Alors les nouvelles ne sont pas bonnes ce week-end? Alors pas du tout pour nos représentants en campagne africaine. L'USFA s'est fait étrier 3-0 du côté de Marrakech par le Kaukab Athletic Club ce soir même en coupe CAF préliminaire donc. Et hier c'était le RCB qui était tombé lourdement 3-1 devant le stade malien à Bamako en tour préliminaire également de la Ligue des champions africains. Alors vous aviez même promis à vos téléspectateurs la retransmission du match donc, de cet après-midi à Marrakech qui n'a pas eu lieu, explication? Malheureusement c'est dû à un manque de coordination entre Marrakech et Ouagadougou. On n'a pas pu avoir les coordonnées pour nous permettre de capter le signal à temps. Les coordonnées sont arrivées à 13h08, ça n'a pas permis véritablement à nos techniciens. Ça ne nous a pas laissé le temps de pouvoir capter le signal et malheureusement on n'a pas pu avoir le match. Alors, quelles sont les nouvelles du côté du championnat domestique? Alors, le championnat domestique était à sa 12e journée ce week-end. Ce soir même au stade municipal, au stade Joseph Konombo. L'étoile filante de Ouagadougou est tombée 2-1 devant l'USO qui prend les 3 points et occupe provisoirement la 2e place. Hier samedi, la GEB s'est imposée à Bankui par 1-0. Le Santos, toujours dans la dynamique de la gagne, a freiné l'élan de l'ASFB 2-0. On se rappelle que cette équipe-là, en tout cas, totalise 5 victoires, 1 match nul en 6 matchs. C'est véritablement une machine à gagner ces derniers temps. Alors, à Koudougou, le BPS et l'AS Sonabel se sont neutralisés 1 but partout, pendant que l'ASFA et l'USI se neutralisaient également sur le terrain du RCK. Le RCK, justement, vendredi, a pris le dessus 2-1 devant Koza pour consolider donc sa place de leader avec 24 points en tête de championnat. Et on a parlé de mauvaises nouvelles. Peggy, vous allez quand même me permettre de parler de bonnes nouvelles pour terminer. Bertrand Traoré a marqué hier pour Chelsea en Première Ligue contre Newcastle et grâce au but de Préjus Nakoulman ce soir, Mersin Idman Yourdou a terrassé le géant Galatasaray. Vous allez voir tout cela en image demain avec Christelle Dabri. À partir de 21h. Merci. Voilà donc qui met fin à ce grand journal. Toute l'équipe de réalisation de cette semaine se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne reprise de travail. Et Jean-Emmanuel Ouedraogo vous retrouve demain à 20h. À bientôt.